Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, je vais vous faire la théorie de la section 2.5, donc du livre là, de physique XXI, le tome B. Euh, voilà, donc avant de se plonger comme tel dans la section 2.5, juste faire un petit mini rappel de ce qu'on a vu à la section 2.4, parce que vous allez voir que c'est vraiment, c'est un peu la suite logique là, de ce qu'on a fait auparavant. Dans la section 2.4, on avait vu cette équation-là. Okay, delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Et ce qu'on avait dit, c'était que c'était une équation qui nous permettait de calculer la différence de potentiel lorsqu'on se déplaçait, lorsqu'on effectuait un certain déplacement dans un champ électrique qui était constant, donc un champ électrique qui était uniforme. Ce qu'on avait dit, c'est que le seul objet qu'on a vu qui produit des champs électriques constants, c'est des plaques, les fameuses P-Puc, parce que effectivement, le champ électrique produit par une P-Puc, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. C'est donc un champ qui est constant, qui ne dépend pas de la distance à laquelle on se trouve d'une plaque. Okay. Donc, ce qu'on a fait à la section 2.4, okay, je vous avais parlé aussi à la fin là, de la vidéo sur la section 2.4 de l'exercice 2.4.13, et c'est exactement, c'était une application de ça. On avait deux plaques, là, fait qu'on sait qu'il y avait un champ électrique qui allait être entre les deux plaques. La plaque du haut était chargée positivement, la plaque du bas négativement, avec exactement la même charge. Donc, on savait qu'il allait avoir un champ électrique vers le bas. Et quand on était à l'extérieur, donc soit quand on était en haut de la plaque A ou quand on était en bas de la plaque B, on était dans une zone où il allait avoir aucun champ électrique. Donc ici, le champ électrique est égal à 0. Ici, le champ électrique est égal à 0. Et d'après l'équation qu'on avait de la section 2.4, ça veut dire que delta V est égal à plus ou moins E fois le déplacement parallèle. Donc ce que je vous avais expliqué, c'est que si dans ces régions-là, le champ électrique est égal à 0, mais ça veut dire que le delta V va être égal à 0. Okay, mais un delta V égal à 0, ça ne veut pas dire que V est égal à 0. Là. Un delta V égal à 0, ça veut juste dire que le potentiel va être constant. Donc, si on avait du potentiel qui était constant, qui était toujours égal à la même valeur, même chose ici, un potentiel qui était constant, le potentiel faisait juste changer quand on était dans l'espace entre les deux plaques. Là, on aurait pu imaginer des espèces de surfaces, là, des lignes équipotentielles ou des surfaces équipotentielles là, qui étaient comme ça entre les deux plaques, mais quand on était à l'extérieur de nos deux plaques, le potentiel restait constant. Okay, c'est un petit peu ça qu'on avait vu à la section 2.4. Et toute cette compréhension-là qu'on a eu, tout ce travail-là qu'on a fait, cette analyse-là qu'on a fait, ainsi que ceux des autres problèmes de la section 2.4, on l'a fait avec l'équation delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Donc, c'était un cas un peu particulier, je dirais, parce que c'est vraiment une équation qui fonctionne uniquement quand vous êtes dans un champ électrique qui est uniforme, un champ électrique qui est constant. Et donc, essentiellement, c'est juste valide quand vous êtes en train de vous déplacer là, avec un déplacement parallèle, okay, près d'une P-Puc, okay, parce que c'est les objets qui font des champs constants. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans la section 2.5, c'est que on va voir que cette équation-là, en fait, c'est une espèce de cas particulier de quelque chose qui est plus général. Okay. D'ailleurs, le titre de la section 2.5, c'est les relations générales qui existent là, entre le potentiel et le champ électrique. Et vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser cette équation-là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la section 2.5. Et ça va marcher pour un champ électrique quelconque. Donc, pas obligé d'être un champ uniforme, comme on avait à la section 2.4. Cette équation-là, ça fonctionnerait même dans un champ électrique qui est quelconque, puis qui pourrait varier, qui ne serait pas nécessairement constant. Okay. Avant d'en arriver là, à cette équation-là, qu'on verra plus là, vers la fin de la vidéo, je vais quand même juste vous dire que l'équation qu'on a vue à la section 2.4, qui était là, delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Donc ça, c'est l'équation qu'on avait vue là, à la section 2.4. Ben, déjà, cette équation-là est correcte, elle fonctionne. Okay? Mais déjà, là, il y aurait moyen de la rendre un peu plus... il y aurait moyen de l'écrire d'une autre façon. Okay, si vous voulez, là, une autre façon qu'on l'écrit dans la section 2.5, qui est ce qu'on voit ici. Donc cette équation-là, c'est vraiment tiré de la section 2.5 et cette équation-là aussi. Okay. C'est ça. Fait que dans un premier temps, je vais juste vous montrer que cette équation-là, c'est comme deux autres façons différentes qu'on a d'écrire l'équation delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Et que vous allez voir que ça revient exactement au même. Okay. Ici, ce qu'on dit, c'est que delta V est égal à moins E
produit scalaire avec S. Okay, fait qu'ici, là, vous voyez, c'est vraiment le vecteur E, parce qu'il y a une petite flèche ici, et ça, c'est le vecteur déplacement. Et on fait le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là, et ça nous donne la même chose que le delta V. Donc, ici, il y a une autre équation aussi qui est l'équivalente de ça. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait le produit scalaire entre deux vecteurs, là, par exemple, si vous avez un vecteur A, là, je prends juste deux vecteurs purement mathématiques. Là, si vous avez deux vecteurs, mettons un vecteur A, ben, le vecteur A pourrait être écrit là, comme la composante en X du vecteur A avec le vecteur unitaire I plus la composante en Y, par exemple, fois J. On pourrait arrêter là, mais si on imagine un vecteur en 3 dimensions, pour être plus général, on pourrait dire que le vecteur A pourrait avoir une composante Z qu'on mettrait avec le vecteur unitaire K. Okay. Et si vous avez un deuxième vecteur, un vecteur B, ben lui aussi, le vecteur B pourrait avoir une composante en X avec le vecteur unitaire I, il pourrait avoir une composante en Y avec le vecteur unitaire J, et il pourrait avoir une composante en Z avec le vecteur unitaire K. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des trucs que vous avez déjà vu en mathématiques. Là, on appelle ça le produit, je vais écrire comme il faut, le produit scalaire. Oups, produit scalaire. Okay. Donc, quand on fait le produit scalaire entre deux vecteurs, donc disons le vecteur A, vous effectuez le produit scalaire avec le vecteur B, qu'est-ce que ça va donner? Ben, il y a deux façons de l'écrire. Il y a une façon qui fonctionne avec les composantes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va multiplier ensemble les deux composantes X, plus multiplier ensemble les deux composantes Y, plus multiplier ensemble les deux composantes Z. Donc, ça donnerait là, AX fois BX, plus AY fois BY, plus AZ fois BZ. Okay. AX, BX, AY, BY, tout ça, tous ces chiffres-là, -là, c'est juste des chiffres. Okay. C'est pour ça que quand vous allez additionner ça, là, un chiffre fois un autre chiffre, plus un chiffre fois un autre chiffre, plus un chiffre fois un autre chiffre, ça va donner un certain chiffre, okay, que je pourrais bien appeler n'importe quoi, là, je vais écrire ça comme ça. Mais ça donne un chiffre. Okay. C'est pour ça qu'on appelle ça le produit scalaire, parce que le produit scalaire, ça donne un chiffre ici qui est un scalaire. Okay, vous faites juste multiplier des chiffres ensemble puis additionner les résultats. Il y a autre chose qui existe en mathématiques, j'en parlerai pas aujourd'hui, je n'écrirai pas de formule par rapport à ça, mais il y a un produit aussi qui s'appelle le produit vectoriel qui lui va donner à la fin comme résultat un vecteur. Mais produit scalaire, ça donne toujours un chiffre, toujours un scalaire. Okay. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. L'autre façon qu'on a de l'écrire en mathématiques aussi, qu'on rencontre parfois, c'est que si vous faites le vecteur A, produit scalaire avec le vecteur B, ce que ça va donner, c'est que ça va donner le module du vecteur A, ou si vous voulez la norme du vecteur A, qu'on écrit parfois comme ça, multiplié par la norme du vecteur B, ou le module du vecteur B, multiplié par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux, qu'on appelle parfois le cos, θ indice AB. Donc, θ indice AB, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur A et le vecteur B. Okay. Selon notre notation, là, au lieu de, on peut l'écrire comme ça pour signifier la norme des vecteurs, mais pour vrai, on peut juste écrire la lettre, pas de vecteur, ça veut dire déjà la norme ou le module. Fait que ça, on pourrait écrire juste là A, B, cos de θ, AB. Fait que quand on écrit A comme ça, pas de vecteur, juste le A tout seul, ça veut déjà dire que c'est le module du vecteur A. Fait que module du vecteur A fois module du vecteur B fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Ça aussi, ça va donner un chiffre. Okay? Et ça donnerait exactement le même chiffre que vous avez ici. Okay? Fait que quand vous faites un produit scalaire, le calculer comme ça avec les composantes ou le calculer avec les modules puis le cos entre les deux, ça revient exactement au même, ça donne le même chiffre, ça donne le même résultat. Okay? Fait que vous voyez que ici, dans le fond, ce qu'on a écrit, là, on dit c'est delta V égale à, c'est moins E fois moins vecteur E produit scalaire avec le vecteur S. Okay? C'est aussi égal à le module du vecteur E fois le module du vecteur S fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. C'est exactement la même chose que j'ai écrite ici, mais là on a appelé les vecteurs par leur vrai nom, là, E et S. Okay? C'est sûr que ça va donner un chiffre. C'est sûr que ça va donner un scalaire, hein, parce que le delta V, c'est un scalaire. Delta V, c'est pas un vecteur. Le delta V, c'est la différence de potentiel entre deux points. Fait que delta V, ça pourrait être je sais pas, là, 5 volts ou 10 volts ou moins 2 volts. Fait que c'est un chiffre qui peut être positif ou négatif, mais c'est juste un scalaire. Okay? Juste pour vous convaincre là, que cette façon d'écrire-là, calculer le delta V soit de cette façon-là ou de cette façon-là, ben premièrement, ça donne la même chose. Soit de le calculer comme ça ou de le calculer comme ça revient exactement au même. Mais je veux juste vous montrer que ça donne exactement la même chose que ce qu'on avait vu déjà à la section 2.4. Okay? Imaginez que vous avez là un point, mettons une particule qui se déplace du point A au point B, donc elle effectue un certain déplacement.
qu'on va appeler ça S, le vecteur S. Et si vous êtes dans un champ électrique qui est constant, comme c'est le cas ici, on a un champ électrique uniforme là, qui pointe vers la droite. Okay? Nous, ce qu'on avait dit là, à la section 2.4, c'est que si vous voulez connaître la différence de potentiel qu'il y a entre le point A et le point B, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous dites que la différence de potentiel, ça va être égal à plus ou moins E fois S parallèle. Donc, le module du vecteur E multiplié par S parallèle. S parallèle, c'était quoi? C'était le déplacement que vous avez fait entre A et B, mais pas nécessairement le vrai vecteur déplacement, juste la composante qui est parallèle au déplacement. La composante qui est parallèle, là, la composante parallèle du déplacement, ce serait ce déplacement-là ici, okay, qu'on appellerait S parallèle. Donc, c'est la composante du déplacement qui est parallèle au vecteur champ électrique. Et on pourrait faire, quand si on décompose notre déplacement, il y aurait aussi la composante comme ça qui pointe vers le haut, qui serait, elle, la composante perpendiculaire au champ électrique, qui ne nous intéresse pas vraiment. Et si vous regardez votre schéma ici, vous voyez là, que cette composante-là, qu'on appelle S parallèle, ben, au niveau trigonométrique, c'est égal à l'hypoténuse de notre triangle fois le cos de cet angle-là. Fait qu'écrire S parallèle ou écrire S fois cos θ ES. Θ ES, c'est l'angle qu'il y a entre le déplacement puis le champ électrique. Donc, c'est l'angle qu'il y a ici. Fait que le module du déplacement fois le cos de cet angle-là, ça donne bel et bien S parallèle. Okay? Fait qu'on voit que faire E fois S fois cos, ben, en fait, voir S, ben, S cos θ ES, là, ça ici, c'est la même chose que S parallèle. Donc, ça ici, là, c'est S parallèle. Fait que moins E fois S parallèle, plus ou moins E fois S parallèle, c'est ce qu'on avait ici. Okay. La différence qu'il y a entre cette formule-là, de la section 2.5, et la formule ici, de la section 2.4, c'est que, dans le fond, là, ce qu'on avait dit à la section 2.4, c'est que quand vous voulez calculer votre delta V, okay, vous calculez E fois S parallèle. Ça va vous donner un chiffre. Okay. Puis là, dans la formule, il y avait un plus ou moins. Fait que là, on se disait, c'est à vous de regarder votre schéma, puis de trouver, okay, de deviner, si vous voulez, dans quel sens est-ce que, de quel signe va être votre delta V. Okay. Et ce qu'on avait dit, là, je cherche mon acétate qui en parle, c'est peut-être plus loin. Ouais, okay. Ce qu'on avait dit, c'est que le champ électrique est toujours orienté des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. Donc, c'est le point 2 qu'on a ici. Okay. Fait que ça veut dire que si, par exemple, là, vous passez de A à B, ben là, votre déplacement parallèle est dans le même sens que le champ électrique. Puis on sait que le champ électrique pointe toujours des plus gros potentiels vers le plus petit potentiel. Fait qu'on sait que, par exemple, le potentiel au point B va être plus petit que le potentiel au point A. Okay. Fait qu'avec ça, on est capable de trouver le signe qu'on va mettre ici. Fait que ça, c'est en regardant le graphique, en regardant dans quel sens le champ électrique va, dans quel sens le vecteur champ électrique va pointer, on est capable de savoir si notre delta V va être positif ou négatif. Okay. Fait que juste avec l'équation qu'on a vue ici, à la section 2.4, dès que vous êtes dans un champ électrique qui est constant, vous pouvez tout calculer. Vous pouvez vous en sortir, faire tous les calculs nécessaires, trouver la bonne différence de potentiel, puis quand vous connaissez la différence de potentiel, bien, si vous connaissez le potentiel à un des deux points, vous pouvez aller trouver le potentiel qui est à l'autre point. Okay. Fait que, c'est juste pour vous dire que ce qu'on a vu à la section 2.4, c'est pas que c'est mauvais, c'est bien correct, ça fonctionne, ça vous permet de faire tous les bons calculs. On va même en faire un exemple tout à l'heure, je vais vous montrer que ça fonctionne encore bien, cette formule-là. C'est juste que c'est un petit peu plus simple, peut-être, de l'écrire de cette façon-là. Okay. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de symbole plus ou moins dans l'équation. C'est directement un signe moins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Pourquoi? Parce que cette formule-là, elle fonctionne avec le cosinus qui est ici, alors qu'ici, il n'y a pas de cos. Okay. Donc, si vous voulez, cette formule-là est un petit peu plus simple. Il y a moins de calculs. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de cos. Sauf que c'est à vous d'aller regarder le graphique, le schéma, et de garder vous devez savoir là, que les champs électriques vont tout le temps des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Puis avec ça, vous allez être capable de déduire le bon signe à mettre, là, plus ou moins. Alors que ici, ce qui arrive, c'est que le signe est déjà donné. Fait que vous n'avez pas besoin de regarder votre graphique pour vous poser la question, est-ce que vous allez mettre le signe plus ou le signe moins. Tout va déjà fonctionner parce que ça marche avec l'angle qui est ici. Okay. Comme je vous avais dit tout à l'heure, si on passe du point A au point B, dans ce cas-ci, on sait que le delta V va être négatif, parce que quand on va passer de A à B, le potentiel va diminuer. Les lignes de champ électrique vont du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels. Donc ici, par exemple, le point A, mettons qu'ici était à 100 volts, ben, le point B, il serait à un chiffre plus petit que 100 volts. Il serait à, mettons, je sais pas, là, 80 volts. Donc on aurait eu un delta V de moins 20 volts. Okay, on serait passé de 100 volts à 80 volts. Mais cette équation-là nous le donnerait directement.
parce qu'on ferait le moins E fois S fois cos de l'angle qui est entre les deux. E, c'est le module du vecteur E. Fait que ça va être toujours positif. Le module du vecteur déplacement, ça va être toujours positif aussi. Sauf que le cosinus de l'angle qui est entre les deux, parfois ça va être positif, parfois ça va être négatif. Okay? Fait que si l'angle entre votre vecteur S puis votre vecteur E, c'est un angle qui est plus petit que 90 degrés, comme c'est le cas ici sur la figure, ben, le cos d'un angle entre 0 et 90, ça donne quelque chose qui est positif. Donc là, si on a positif, positif, fois négatif, ça va donner un signe moins. Okay? Donc ça nous dit que si vous passez du point A au point B, vous allez avoir un delta V de moins 20 volts. Okay? Juste en calculant ça, sans même regarder le schéma, puis même si vous ne savez pas ou vous oubliez là, que les champs électriques vont des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels, c'est pas grave, ça va vous donner quand même que c'est moins 20 volts. Okay? Si le déplacement avait été dans l'autre direction, par exemple, donc si là on avait eu que je sais pas, le point, mettons que si on imagine un point C qui est ici, puis on dit là on part du point A puis on se déplace jusqu'ici vers le point C. Okay? Fait que faire ça, ça correspond à un déplacement parallèle qui est égal à ça comme ça. Okay? Là, en utilisant la section 2.4, on aurait dit ah oui, ok, on fait un déplacement parallèle et on se déplace dans le sens contraire des lignes de champ électrique. Donc on comprend que le delta V va augmenter. Ben, le potentiel va augmenter, donc on aurait un delta V qui est positif. Okay? Dans l'équation ici, ce qu'on ferait, c'est qu'on appliquerait ça. Sauf que là, ce qui va arriver, c'est que l'angle qu'il y a entre le vecteur E et le vecteur déplacement, ce ne serait pas ce petit angle-là ici, ce serait ce gros angle-là. Ce serait ça ici. Okay. Donc notre champ électrique, c'est un vecteur qui pointe vers la droite. Et notre vecteur déplacement, le vecteur S, c'est un vecteur qui pointe en haut à gauche. Donc l'angle entre les deux, ce serait ça ici. Cet angle-là, c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Et le cosinus d'un angle entre 90 degrés et 180 degrés, ça donne du négatif. Donc on aurait négatif fois fois négatif. Les deux négatifs ensemble, ça donnerait du positif. Donc ça nous indiquerait qu'on a un delta V qui est positif. Ça nous indiquerait que le point C est un potentiel plus grand que le point A. Le point C, par exemple, il serait à, mettons, 120 volts. Okay, donc on aurait un delta V de plus 20 volts. Okay. En tout cas, tous ces exemples-là, ça va juste vous montrer que tout fonctionne. Cette équation-là fonctionne. Cette équation-là fonctionne. Il y a des gens qui préfèrent utiliser cette équation-là puis de regarder le graphique là, pour savoir, de regarder le schéma pour savoir le signe du delta V, s'il va être positif ou négatif, dépendamment si vous vous déplacez dans le même sens ou dans le sens contraire des lignes de champ. Il y a des gens qui préfèrent faire ça aussi. Okay. Ça dépend des situations. Des fois, c'est plus facile, plus rapide de faire ça. Des fois, c'est plus facile et plus rapide de faire ça. Mais ça revient au même. Moi, je veux juste vous montrer que, premièrement, cette affaire-là, ça fonctionne. Puis après ça, je veux vous montrer que ça fonctionne. Puis une fois que vous serez convaincu que ça fonctionne, là, on pourra passer à la prochaine étape puis vous montrer cette équation-là qui est plus générale, qui marche dans un champ électrique, même qui n'est pas constant. Okay. Fait que juste pour vous faire un petit exemple de problème, puis vous aider un peu sans doute là, à résoudre l'exercice 2.5.2, je vais résoudre, ben pas au complet, je vais faire un point avec vous, puis on va le faire de plusieurs façons. On va le faire en utilisant cette équation-là, cette équation-là, cette équation-là, vous allez voir, ça donne toute la même chose. Okay? Puis après ça, on ira regarder là, quand on a des champs qui ne sont pas constants. Donc, allons-y avec le petit exercice 2.5.2. Donc, c'est un exercice qui est dans votre livre, là, et il est aussi dans la liste des exercices suggérés de la section 2.5. Donc on dit, si vous êtes dans un laboratoire où règne un champ électrique uniforme de 200 volts par mètre, donc un champ électrique qui est constant, okay, est orienté vers la droite à 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Donc vous l'avez représenté ici. On place une boîte de carton cubique de 50 cm de côté, donc ça mesure 50 cm par 50 cm. On dit que bon, la présence de la boîte ne modifie pas le champ électrique. Fait que le champ électrique il reste toujours là, 200 volts par mètre orienté à 30 degrés comme ça. Là, on dit si le potentiel au point A est égal à 0 volts, que vaut le potentiel au point B, ben, au point B, au point C et au point D. Okay. Et on dit que le champ électrique est parallèle là, à la face de la boîte de carton. Okay. Donc tout se passe dans le même plan. C'est un problème qui est uniquement en 2 dimensions, si vous voulez. Donc, comment on peut résoudre ça? Okay. Ben, je vais vous le montrer comment faire. Puis, juste vous rappeler ce qu'on connaît en fait des champs électriques. On a vu plusieurs choses. Entre autres, c'est que bon, le champ électrique pointe toujours des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. J'en ai parlé tout à l'heure. Et aussi que les équipotentiels vont toujours croiser les lignes de champ à angle droit. Okay? Fait que c'est vrai qu'on a des particules, comme par exemple la ligne de champ ici va croiser l'équipotentiel à 90 degrés tout le temps. Sauf que dans le cas qui nous intéresse ici, on a un champ qui est constant, un champ qui est uniforme. Et on sait que, par exemple, là, on avait déjà vu dans les sections précédentes, ce qui crée des champs uniformes, c'est des pépiucs. Et ça ressemble à ça. Fait que des pépiucs, ça fait des lignes de champ
qui pourrait ressembler à ça, et ça ferait des équipotentiels qui seraient là, toujours justement à 90 degrés. Okay. Je vais juste vous le rappeler, parce que dans le problème qui nous intéresse, là, donc on a ça ici. Donc ça, c'est la boîte, la face de la boîte de carton. Okay, je rappelle qu'on a le champ électrique qui est ici. On disait que ce champ électrique-là, il y avait un module là, qui était égal à 200 volts par mètre. Okay, et il forme un angle de 30 degrés ici. Okay. Donc imaginez que vous avez des lignes de champ électrique là, qui se promènent, qui pointent toujours là, vers la droite, à 30 degrés comme ça. Si on voulait tracer des équipotentiels, on pourrait tracer justement des petites lignes pointillées qui seraient toujours à 90 degrés de nos lignes de champ. Donc les lignes bleues que j'ai tracées ici sont des équipotentiels. Hein. Ils sont à 90 degrés de notre champ électrique. Okay. Donc c'est ça qu'il faut imaginer. Fait qu'imaginez que vous avez des lignes de champ électrique là, qui pointent comme ça, là, en diagonale, là, qui pointent en haut vers la droite. Et bon, vous avez certaines équipotentiels qu'on a tracées. Nous, notre but, c'est de trouver c'est quoi le potentiel là, à différents points, au point B, au point C et au point D. Donc là, j'ai fait exprès pour tracer des lignes équipotentielles qui passent par ces différents points-là. Okay. Ça va juste être plus facile là, pour visualiser un peu tout ça. C'est que si on veut trouver, mettons, moi je vais juste faire avec vous le point C, okay, qui est en passant le point le plus difficile. Fait que si vous comprenez qu'est-ce que j'explique maintenant pour faire le point C, comment calculer le potentiel au point C, vous allez être capable de calculer celui au point A et celui au point D. Vous le ferez par vous-même, je ne vais pas juste tout montrer la solution au complet, mais ça, je vais faire le C avec vous, puis avec ça vous allez être capable de faire les autres. Okay. Je vais le faire de plusieurs façons différentes. Je vais commencer en utilisant l'équation de la section 2.4 pour vous montrer que c'est possible. Vous allez voir, ce n'est pas la méthode qui est nécessairement la plus simple pour cet exemple particulier-là, mais ça fonctionne. Okay. Fait que ce qu'il faudrait faire, c'est que si on veut trouver le delta V, qui existe par exemple entre le point A et le point C, okay, sachant, parce qu'on sait que le point A, c'est écrit dans la question, là, on sait que le point A, il est à 0 volts. Okay. Fait que si on dit que le coin A, ici, il est à 0 volts, ben, si on est capable de trouver le delta V, donc la différence de potentiel qu'il y a entre le point A et le point C, on va être capable comme ça d'aller trouver le potentiel au point C vaut combien. Okay. Donc ce qu'on a besoin, c'est plus ou moins E fois S parallèle. E, c'est le module du champ électrique. On sait c'est quoi, c'est 200 volts par mètre. Fait que c'est le S parallèle qu'il faut trouver. À quoi ça va ressembler le S parallèle dans un exemple comme ça? Ben, le S parallèle, c'est le déplacement qu'il va avoir par exemple entre le point A et le point C. Mais c'est le déplacement qui serait, c'est la composante du déplacement qui serait parallèle à nos lignes de champ électrique. Les lignes de champ électrique, là, ils pointent à 30 degrés. Fait que c'est pas des lignes qui sont horizontales, c'est des lignes qui pointent à 30 degrés. Okay. Si les lignes de champ avaient été juste horizontales, ça aurait été très très simple parce que le déplacement parallèle entre le point A et le point C, ça aurait été 50 cm directement parce que 50 cm, là, en fait je vais écrire 0.5 m. C'est un carré qui mesure 0.5 m de côté. Donc si le champ électrique avait été juste horizontal vers la droite, ben, le déplacement parallèle entre le point A et le point C s'arrêtait directement 0.5 m. Mais là, c'est pas ça, parce que notre champ électrique pointe à 30 degrés. Fait que le déplacement parallèle qu'il y a entre le point A et le point C, en fait, ce serait la distance qu'il y a entre ces deux équipotentiels-là. Okay? Ce serait comme une ligne là, qui est parallèle à une ligne qui serait une ligne qui pointe à 30 degrés. Okay? Ça correspond au déplacement qu'il y a entre le point C et le point A, mais suivant une ligne qui pointe à 30 degrés. Okay. En fait, je l'ai affiché dans mon PowerPoint. Là, quand vous allez calculer, par exemple, le déplacement parallèle entre A et B, ben, ce serait la longueur de cette ligne-là. Fait que c'est un déplacement qui suit la ligne là, de 30 degrés. Donc, ça revient à dire là, que c'est la ligne, là, que c'est l'espace qu'il y a entre l'équipotentiel qui passe par le point A et l'équipotentiel qui passe par le point B. Donc, remarquez que cette ligne-là, là, elle croise ici à 90 degrés et ici à 90 degrés aussi. Donc, pour ça qu'on appelle ça le déplacement parallèle. On est parallèle au champ électrique, mais si on est parallèle au champ électrique, c'est sûr qu'on est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles parce que les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ. Okay. La distance que nous, on va vouloir trouver là, pour faire l'exemple pour le point C, c'est cette distance-là. Donc la distance parallèle, le déplacement parallèle qui est entre le point A et le point C. Si on voulait faire le D, ce serait ce chiffre-là ici. Okay. Fait que ça, je vais le faire avec vous, juste pour vous montrer que ça fonctionne, mais c'est comme, en tout cas, je vous le dis tout de suite, c'est pas la façon la plus rapide, la plus efficace, la plus facile là, de faire ce problème-là. Ça va être beaucoup plus facile avec l'équation qu'on voit à la section 2.5, mais je vais quand même vous montrer que ça fonctionne.
Okay. Fait, comment on fait pour trouver cette ligne-là? C'est ça qu'il faut faire. C'est la seule chose qui nous manque dans notre équation. Comment on fait pour trouver la longueur de cette ligne-là? Ben, on voit que c'est un triangle rectangle. On peut imaginer dans notre tête qu'on a un triangle rectangle ici, avec ce point-là. Sauf que, ben, pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose. On sait par exemple qu'ici, on a un angle de 30 degrés, parce que c'est le même angle qu'on a là. Mais c'est à peu près tout. Okay? Il faudrait d'abord commencer par connaître un des côtés. Et fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire une autre étape. On va définir ce point-là. Je vais l'appeler le point P, par exemple. Okay? On peut d'abord commencer par trouver la longueur du segment ici, entre le point D et entre le point P et le point D. Okay? Comment on pourrait faire ça? On peut regarder ce triangle-là. Donc le triangle rectangle qui est entre le point A, le point D et le point P. Donc ce triangle rectangle-là, qui a un angle de 90 degrés ici. Cet angle-là, on peut le connaître facilement parce qu'on sait que ça, c'est 30 degrés. Fait que ça, c'est 30 degrés. On sait que, par exemple, ça ici, ça va être égal à 60 degrés. Okay. Et comme l'angle entre le champ électrique et la ligne équipotentielle, c'est 90 degrés, ben, l'angle qu'on a ici, ça va être 30 degrés. Okay. Fait qu'on a un triangle rectangle. On sait que cet angle-là, c'est 30 degrés. On sait que la longueur entre le côté A et D, c'est 50 cm. Le carré mesurait 50 cm de côté, donc 0,5 m. Okay. Fait qu'avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller avec une tangente. On peut dire que la tangente de notre angle de 30 degrés ici, donc tangente de 30 degrés, est égale à la longueur du segment PD divisé par le côté... En fait, c'est tangente d'un angle, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, la longueur du segment ici divisé par 0,5. Okay? Donc, avec ça, on pourrait isoler et on pourrait là, calculer c'est quoi la longueur du segment PD. Ça va être égal à tan de 30 fois 0,5. Si vous calculez tangente de 30 fois 0,5, ça va donner 0,289 mètres. Okay. Donc, de là jusqu'à là, ça mesure 0,289 mètres. Okay. Fait qu'une fois qu'on connaît ça, on peut dire, ben, le côté CD, ça mesure 50 cm. Là, on vient de calculer que le côté, ben, la distance entre PD, c'est 0,289. Donc, on peut trouver le segment CP. Okay. Donc, la longueur du segment CP, c'est juste 0,5 m moins le 0,289. Donc, la longueur du segment CP, si on fait le calcul, là, ça va être égal à 0,211 mètres. Okay. Ce n'est pas encore le déplacement parallèle, mais on approche. C'est que là, on vient de savoir que la distance entre C et P, c'est égal à 0,211 mètres. Okay. Donc là, on vient de connaître, dans le fond, l'hypoténuse du triangle. Et nous, on a un angle de 30 degrés ici. Ce qu'on cherche, c'est la longueur du segment AC. Donc là, on le presque, on fait juste un cosinus. On sait que la longueur la longueur là, du déplacement parallèle qu'il y a entre A et C, ça va être égal à ce 0,211 mètres-là, fois le cosinus de 30 degrés. Donc 0,211 multiplié par le cosinus de 30 degrés. Et si on calcule ça, on va trouver là, que ça donne 0,183 mètres. Okay. Donc, avec ça, ben, on est capable de calculer. Fait qu'on sait que delta V, c'est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Donc, si vous calculez votre delta V, donc on va avoir le plus ou moins E fois S parallèle. Le champ, c'est 200. Et notre S parallèle, c'est 0,183. Fait que si vous faites 200 fois 0,183, ça va donner 36,6 volts. Okay. Donc là, on sait que delta V, donc la différence de potentiel qu'il y a entre le point A et le point C, c'est plus ou moins 36,6 volts. Là, on a encore notre signe plus ou moins. Là, il faut regarder notre schéma, puis on dit, OK, les champs électriques, on sait qu'ils pointent dans quel sens. Ils pointent là, dans cette direction-là. On sait que les champs électriques vont toujours du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels. Fait que quand on regarde ça, là, on voit que le point C est un potentiel plus grand que le point A, parce que quand on parcourt, là, quand on se déplace parallèlement à notre champ électrique, on voit qu'on croise cet équipotentiel-là avant de croiser celle-là. Donc le point C est un potentiel plus grand que le point A. Donc on comprend ici que ça va être un delta V qui est positif. Okay? Donc on va avoir un delta V de 36,6 volts. Donc c'est-à-dire que si vous passez du point A au point C, vous augmentez de 36,6 volts, vous avez un delta V positif de 36,6 volts. Et ben si le point A est à 0, puis que le point C est à 36,6 volts de plus que le point A, ben ça veut dire que le potentiel au point C, c'est égal à 36,6 volts. Okay, ce serait ça la réponse là, pour le potentiel du point C.
Okay. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Okay? Je vous dis pas que c'est la meilleure façon, comme je disais, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Okay? C'est correct, ça marche bien. Okay? C'est sûr que ça demande un petit peu de trigonométrie. Il faut faire beaucoup de triangles, rectangles, trouver des hypoténuses, des choses comme ça. Mais bon, ça fonctionne. Okay. Il y a une façon pas mal plus rapide, selon moi, de le faire. C'est avec les nouvelles équations qu'on a vues, qu'on voit maintenant à la section 2.5, okay, qui dit que le delta V, c'est moins produit scalaire de E avec S, qui est aussi égal à E fois S fois cos θ S. On va faire les deux méthodes. Vous allez voir, évidemment, ça revient exactement au même. Okay. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait juste dire, on a notre vecteur E qui pointe comme ça. On sait qu'il mesure là, 200 volts par mètre. On sait qu'il pointe à 30 degrés. Okay. Donc, le vecteur E, on le connaît. Puis le vecteur S, ben, si on passe du point A au point C, le vecteur S, on pourrait l'écrire aussi facilement. Fait que si on est capable d'écrire, là, c'est quoi, d'écrire nos vecteurs E et S, on aura juste à faire le produit scalaire par la suite, et ça va nous donner le delta V directement, déjà avec le bon signe. Dans cette formule-là, il n'y a pas de plus ou de moins, là, ça vous donne directement avec le bon signe. Okay. Fait que le vecteur E, comment on peut l'écrire? Ben, le vecteur E, si on l'écrit sous forme vectorielle, là, on sait que le vecteur E, ça va être égal, là, si on l'écrit très généralement, ça va être là, la composante x du vecteur E fois le vecteur unitaire i, plus la composante en y du vecteur E fois la composante en j. Il aurait pu avoir une troisième composante, mais là, tout se passe en deux dimensions, donc c'est juste ça comme ça. Donc, il faut juste trouver c'est quoi la composante en x et la composante en y de notre vecteur E, si on va être capable de l'écrire. Mais on le connaît facilement parce que on connaît son module, puis on connaît son angle ici. Fait que la composante en x, là, ça va être juste 200 fois le cos de 30. La composante en y, ça va être 200 fois le sinus de 30. Okay? Et si on l'écrit, 200 fois le cos de 30, ça donne 173,2. Fait que ça, c'est i. Plus 200 fois le sinus de 30, ça donne juste 100j. Okay? Fait que ça, c'est le vecteur champ électrique. Donc ça, ce sont des volts par mètre. On pourrait dire des newtons par coulomb aussi, mais dans le chapitre 2, souvent on écrit ça en volts par mètre. Fait que ici, on a notre vecteur E, okay, on l'a en composante. On a ses composantes cartésiennes. Et notre vecteur S, lui, c'est quoi? Ben, le vecteur S, directement, c'est facile. Dans le vecteur S, il part du point A, il se rend au point C. Puis on sait que le carré, là, c'est un carré de 0,5 mètres de côté. Fait que ça mesure 0,5 mètres. Ça ici, ça mesure aussi 0,5 mètres. Okay? Donc notre vecteur S, ben, directement, c'est on recule de 0,5 mètres puis on monte de 0,5 mètres. Donc ça va être là moins 0,5 i et plus 0,5 j. Et ça, ce sont des mètres directement. C'est très facile de l'écrire. Donc si vous êtes capable d'écrire votre vecteur E et votre vecteur S, comme on a fait ici, on a juste à faire le produit scalaire entre les deux et y mettre un signe négatif. Okay. Qu'est-ce que ça donne, le produit scalaire du vecteur E avec le vecteur S? On va y aller par composante. Hein. Fait que ça va être le 173,2 fois moins 0,5 plus 100 fois 0,5. Okay, c'est juste ça. Donc je peux peut-être l'écrire là. Fait que c'est juste égal là, à 173,2 fois moins 0,5 et plus 100 fois 0,5. C'est ce qu'on avait dit tantôt quand on fait un produit scalaire là, entre deux vecteurs. On multiplie ensemble les deux composantes en i, plus multiplie ensemble deux composantes en j, plus multiplie ensemble deux composantes en k. Donc ça donne juste ça ici. Fait que le produit scalaire entre E et S, qu'est-ce que ça donne? J'avais écrit ici. Non, je me perds un petit peu. Ben, ok, ça va donner dans le fond 36,6. En fait, ça va donner moins 36,6. Okay. Parce que c'est ça, si on fait 173,2 puis là, plus 50, fait que ça va donner moins 36,6, mais ici on met un signe moins, hein, parce que le delta V, c'est égal à moins E fois S parallèle. Donc c'est égal à moins 36,6. Donc finalement, là, un delta V qui est égal à plus 36,6 volts. Donc encore une fois, ça vous dit que si vous passez du point A au point C, vous allez subir un delta V de 36,6 volts. Fait qu'en passant du point A au point C, votre potentiel augmente de 36,6 volts. Mais comme que le point A est à 0 volts, bien évidemment le point C va être à 36,6 volts de plus que 0. Donc vous allez avoir que le potentiel au point C va être égal à 36,6 volts directement, qui est aussi évidemment la même réponse qu'on avait trouvée tout à l'heure avec l'autre méthode.
Okay? Fait qu'en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette méthode-là est peut-être pas mal plus simple à faire. Puis en plus, ça vous donne déjà le bon signe. Fait que vous n'avez pas besoin de regarder, ah oui, ok, les équipotentiels vont dans quel sens, puis tout ça. Si vous avez la réponse directement avec le bon signe du delta V. Fait qu'en tout cas, c'est intéressant quand même de savoir que ça existe cette formule-là dans la section 2.5. Puis l'autre façon qu'on aurait pu le faire aussi, ici, moi, j'ai écrit là, les vecteurs avec composantes I et J. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai fait le produit scalaire avec en multipliant ensemble les composantes. On pourrait l'écrire aussi là, maintenant en utilisant plutôt cette forme-là. Okay. Qui fonctionne aussi très bien. Okay. C'est que d'abord, il faut trouver le module du vecteur E. Ben, le module du vecteur E, on le sait tout de suite, hein, c'est 200 volts par mètre qui pointe là, à 30 degrés. Fait que si on a rien besoin du module, fait que le module du vecteur E, ben, directement, c'est égal à 200, c'est 200 volts par mètre. Le module du vecteur S, c'est quoi? Ben, on a dit tout à l'heure que le vecteur S, là, avait une composante de 0.5 puis une autre composante de 0.5. Donc le module du vecteur S, c'est la longueur de cette ligne-là. Donc c'est l'hypoténuse. Hein. Fait que le module du vecteur S, ben, c'est juste égal à la racine carrée de chacune de ces deux composantes. Fait que 0.5 au carré, en fait c'est comme moins 0.5, mais ça revient un peu au même, c'est au carré. Fait que moins 0.5 au carré plus 0.5 au carré en racine carrée. Donc ça donne le module du vecteur S. Puis le module du vecteur S, c'est juste égal à 0.707. Okay. Fait que là, on a le module du vecteur E, on a le module du vecteur S, et il nous manque à trouver l'angle entre les deux. Θ ES, c'est l'angle entre le vecteur E et le vecteur S. Donc ce serait l'angle ici. Je vais l'écrire comme ça, c'est le gros angle qu'on a là, okay, qu'on appelle le θ ES. Okay. Fait que c'est quoi cet angle-là? Plusieurs façons de le trouver. Okay, ici, par exemple, on sait qu'à cause que c'est un carré puis que bon, on passe d'un coin à l'autre, on sait que l'angle ici, ça va être 45 degrés. Et on sait que ben, ça c'est 30 degrés, puis ça c'est 90, bien évidemment, ça ici, ça va être 60 degrés. Donc 60 plus 45, ça fait 105 degrés. Donc notre angle là, θ ES, ça va juste être égal à 105 degrés. C'est une façon de le voir. Okay. L'autre façon, ça aurait été de dire que, par exemple, là, ben, comme que c'est un carré puis qu'on passe d'une diagonale à l'autre, ben, on aurait pu dire que cet angle-là ici, c'est 45 degrés. On aurait pu dire que le gros angle là, au complet, ce gros angle-là, c'est 180 degrés. Puis si on fait 180 degrés moins notre 45 qu'on a là, moins le 30 qu'on a là, ben, ça fait 180 degrés moins 45 moins 30, ça fait 180 degrés moins 75 qui donne encore 105 degrés. Fait en tout cas, peu importe comment vous allez procéder, là, vous allez trouver que l'angle entre les deux vecteurs, c'est 105 degrés. Et ben, si vous faites E fois S fois cos de 105, puis vous mettez un signe moins, parce que c'est ça la formule, ça va vous dire que delta V, c'est égal à moins 200 fois 0.707 fois le cosinus de 105 degrés. Si vous calculez ça, ça va vous donner directement que le delta V, c'est 36.6 volts. Hein? Parce que ici, vous avez un négatif, mais cosinus de 105 degrés, ça aussi, ça donne un négatif, parce que c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Les deux négatifs multipliés ensemble, ça redonne du positif. Fait que vous voyez que, bang, déjà cette équation-là, ça vous donne le bon signe déjà du delta V. Fait que ça vous dit encore une fois que si vous passez du point A au point C, vous allez avoir un delta V de 36.6 volts. Fait qu'en passant du point A au point C, votre potentiel augmente de 36.6 volts. Et comme que le potentiel du point A c'est 0 volts, quand vous allez arriver au point C, vous allez avoir là que le potentiel au point C, ça va être 36.6 volts. Vous êtes passé de 0 volts, puis vous avez augmenté de 36.6. Fait qu'effectivement, ça donne la même réponse que les autres méthodes. Okay. En tout cas, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans la vidéo, c'est juste de vous montrer que l'équation de la section 2.4, c'est exactement la même chose qu'écrire ça ici, et c'est exactement la même chose qu'écrire ça ici. Les trois méthodes sont vraiment équivalentes, sont pareilles. Okay. Peut-être que dans certaines situations, ça va être plus avantageux ou plus rapide d'utiliser une des trois notations, okay. Mais ça revient toujours exactement au même. Okay. Et voilà, fait que maintenant que vous êtes convaincu que cette équation-là fonctionne, okay. Le problème qu'on a fait, c'est un problème qui était encore là, dans un champ qui était constant. Je le rappelle, l'exercice 2.5.2, c'est un champ qui était uniforme. Là. Le champ électrique valait toujours 200 volts par mètre partout. Okay. Mais bon, faire ce problème-là, ça nous a permis de vous convaincre là, que ça ici, c'était vrai. Okay. Et ça fonctionnait. Maintenant, si vous avez un champ qui n'est pas uniforme, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si vous avez un champ qui n'est pas uniforme, ça veut dire que votre champ électrique va varier. Okay? Le module du champ électrique va varier dès que vous allez vous déplacer.
Okay? Sauf ce qu'on peut dire quand même, c'est que si vous faites un petit déplacement infinitésimal, au lieu de faire un déplacement S, vous faites un déplacement ds. Fait que c'est sûr que si vous faites un mini déplacement ds dans un champ, même si le champ n'est pas constant, ben ça va correspondre à une variation infinitésimale de potentiel. Okay? Fait qu'on peut écrire cette équation-là, mais avec des éléments infinitésimaux. Fait qu'on peut dire que une variation infinitésimale de potentiel qu'on va appeler dv va être égale à moins e fois ds. Okay. Donc ça peut être appliqué, ça marche tout le temps, cette équation-là, même dans un champ qui serait quelconque, même un champ qui ne serait pas constant. Okay. Là, ce qui va arriver, c'est que si vous avez un champ qui n'est pas constant, puis vous voulez trouver par exemple le delta V entre un point A et un point B, ben, il faudrait diviser, mettons là, si vous passez d'un point A à un point B, ben, il faudrait prendre le déplacement entre le point A et le point B, puis le diviser en plein de mini-déplacements infinitésimaux, okay, plein de petits mini-vecteurs qu'on appelle ds. Et ce qu'il faudrait faire, finalement, ce qu'il faudrait faire comme une intégrale. Okay, il faudrait faire la somme, donc l'intégrale de tous les éléments qu'on a là. Fait qu'on pourrait dire à la fin là, que delta V, ce serait égal à l'intégrale de tous les petits éléments dv. Okay. Ça fonctionnerait. Okay. C'est sûr que là, c'est un petit peu compliqué parce que le vecteur E, de manière très générale, il pourrait être en 3 dimensions. Il pourrait avoir une composante X, une composante Y, une composante Z. Le déplacement aussi, hein, de manière très générale, dans un espace en 3 dimensions, le vecteur S pourrait être en 3 dimensions. Donc le vecteur ds, lui aussi, il pourrait avoir 3 composantes, une composante en I, en J, en K, ou en tout cas en X, en Y, en Z. Okay. Fait que de manière très générale, ce serait ça. On ne vous fera pas faire d'intégrale en 3 dimensions, inquiétez-vous pas dans le cours de physique NYB, mais juste quand même vous montrer que l'équation fonctionne. Okay. Ce qu'on va vous faire par contre, c'est des intégrales et des dérivés, mais juste en une dimension. Okay? Fait qu'on on va se concentrer, okay, sur un cas où on aurait là un déplacement qui serait juste en une dimension. Mettons que tout se passe le long de l'axe X, par exemple. Ça revient à dire que si on se déplace juste le long de l'axe X, c'est comme si on suppose qu'on a un déplacement infinitésimaux pour lesquels là, la composante dy est égale à 0, puis dz est égale à 0. Fait que si dy et dz est égal à 0, on aurait juste que notre vecteur déplacement infinitésimal, ce serait dx. Okay? Et on sait que quand on fait le produit scalaire là, entre le vecteur E et le vecteur ds, ben, comme on a vu tout à l'heure, quand on fait le produit scalaire, c'est qu'on multiplie ensemble les deux composantes. Fait on fait le produit de ces deux composantes-là, plus le produit de ces deux composantes-là, plus le produit de ces deux composantes-là. Mais là, si on suppose qu'on est dans des cas où le dy est égal à 0, puis le dz est égal à 0, ben, multiplier ça ensemble, ça va donner 0. Multiplier ça ensemble, ça va donner 0. Fait qu'il va juste rester ça ici. Donc notre dv, ça va juste être... En fait, ce serait égal à ça, mais si on pose que dy est égal à 0 et dz est égal à 0, on va juste savoir que dv est égal à moins ex dx. Okay? Et ça, si on a juste ça, dans ce cas simple-là, où on a juste des déplacements qui sont en une dimension le long de l'axe x, ben ça revient à dire, si on isole ex, que ex est égal à moins dv dx. dv dx, c'est la dérivée du potentiel par rapport à la position. Okay. Donc ça, c'est une formule que vous allez pouvoir appliquer directement. Donc si vous avez par exemple une fonction ou un graphique qui vous donne le potentiel en fonction de la distance x, okay. Si vous dérivez ce potentiel-là par rapport à x, ça va vous donner la composante en x du champ électrique. Okay. Il y a un exemple qui est fait dans le livre, c'est la situation 3. Okay. On vous dit justement, si vous avez un graphique qu'on vous donne là, le potentiel en fonction de x, okay, on vous demande de calculer, même de tracer le graphique là, du champ électrique, de la composante x du champ électrique en fonction de la position x. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, si vous connaissez le potentiel en fonction de la position, et si vous voulez trouver le champ électrique, il faut juste dériver cette affaire-là. Okay. Si on avait l'équation, okay, si on vous avait donné une équation, si on vous avait donné voici l'équation du potentiel en fonction de la position, ben là vous auriez été capable de la dériver, parce que vous savez comment dériver, vous avez vu ça dans vos cours de mathématiques. Mais aussi rappelez-vous que si on ne vous donne pas une équation, mais qu'on vous donne plutôt un graphique, ben graphiquement, là, faire la dérivée de quelque chose, ça revient à calculer la pente. Okay. Donc par exemple, là, si on avait un graphique comme ça, de potentiel en fonction de la position x, puis qu'on veut trouver le graphique du champ électrique en fonction de la position x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver chacun de ces segments-là, ce qui revient à calculer la pente de chacun de ces segments-là.
Okay? Fait que ça, on y va là, étape par étape, segment par segment. Mais regardez ici, qu'est-ce qui se passe entre 0 mètre et 1 mètre? Vous avez un potentiel qui est constant. Si vous avez un potentiel qui est constant, puis vous le dérivez, ce qui revient à la même chose que calculer la pente, ben la pente d'une ligne horizontale, c'est juste 0. La dérivée vaut 0, la pente vaut 0. Ça veut dire que si vous tracez un graphique du champ électrique en fonction de la position, ben entre x égale à 0 et x égale à 1 mètre, le champ électrique il va être juste égal à 0. Okay. Après ça, qu'est-ce qui se passe là, entre 1 mètre et 3 mètres? Vous avez une ligne qui est comme ça, et le champ électrique va être égal à moins la dérivée du potentiel en fonction de la position. Dériver ça, ça revient même que de calculer la pente. Okay. Comment on fait pour calculer la pente d'une ligne droite? Il faut juste prendre 2 points sur la droite, puis après ça, on peut faire la petite formule là, y2 moins y1 sur x2 moins x1 que vous avez vu probablement au secondaire. Donc si on regarde ce premier point-là sur notre graphique, là, on est à x égale à 1, à y égale à moins 2. On a le point 1 moins 2. Et ici, notre point, c'est à x égale à 3 et y, là, qui est en fait le potentiel qui est égal à 4. Fait que vous avez une ligne droite, vous avez 2 points, le point 1 moins 2, le point 3, 4. Et justement, là, on peut faire là, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça donne une pente de 3. Okay? Fait que cette ligne-là a une pente de 3, mais la composante là, du champ électrique, c'est moins la dérivée, donc c'est moins la pente. Donc moins 3, ben, ça fait moins 3. Okay. Donc ça veut dire qu'entre x égale à 1 et x égale à 3, notre champ électrique vaut moins 3. Fait que c'est ça qu'on peut tracer ce petit segment de droite là ici. Okay. Et après ça, ben, c'est la même chose. On regarde qu'est-ce qui se passe entre x égale à 3 mètres et x égale à 5 mètres. On a un autre segment de droite. On calcule la pente. La pente ici donne moins 3, mais là, le champ, c'est moins la pente, donc moins 3 qui donne 3. Donc entre x égale à 3 et x égale à 5, notre champ, il vaut 3. Et finalement, pour toutes les valeurs plus grandes que x égale à 5 mètres, ben, on a un potentiel qui ne change pas. Donc la pente, c'est 0, la dérivée, c'est 0, donc le champ va juste être égal à 0. Okay. C'est ça. Fait que si vous avez un graphique là, du potentiel en fonction de la position, vous êtes capable d'appliquer cette équation-là et de venir calculer à certains endroits ou même de tracer carrément le graphique là, du champ électrique en fonction de la position. Okay. Et ça, en passant, cette situation-là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, c'est juste n'importe quoi, c'est juste comme un exemple... c'est juste comme un exemple mathématique, là, c'est pas vraiment une vraie situation concrète. » Ben non, ça pourrait être une vraie situation concrète. Il y a vraiment quelque chose dans la nature là, qui pourrait donner un graphique de potentiel comme ça. Ce serait par exemple 3 plaques comme ça. Une plaque positive placée au centre avec 2 plaques, des PPE qu'on parle, là, des plaques négatives, une de chaque côté. Si la plaque du centre là, est positive, les plaques à l'extrémité sont négatives, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Fait qu'il pourrait y avoir là, du champ électrique entre nos plaques. Et à l'extérieur, ici, là, quand vous êtes là, soit dans la région qui est à gauche, la plaque de gauche, ou la région qui est à droite de la plaque de droite, vous pourriez avoir un champ qui est égal à 0. Un peu comme on avait vu dans l'exemple à la fin là, de la vidéo de la section 2.4. On avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça. Donc, c'est ça. C'est pour dire que ça pourrait être une situation qui est vraiment concrète, là, qui pourrait exister pour vrai. Okay. Fait que là, on vient de dire que le champ électrique, c'est égal à moins la dérivée du potentiel en fonction de la position. Okay? Mais si ça, c'est vrai, on peut l'écrire comme de manière inverse. Okay? Si on joue un petit peu algébriquement avec ça, on peut dire que si on isole dv là-dedans, là, dv va être égal à moins ex fois dx. Okay? Et là, si on intègre de chaque côté de notre égalité, entre le point A et le point B, fait que si on intègre dv entre point A et B, puis qu'on intègre ça entre A et B, ben, l'intégrale de dv entre A et B, ça va juste donner là, le potentiel du point B, moins le potentiel du point A. Et ici, si on intègre entre A et B, on s'entend qu'on va intégrer entre des positions. On va intégrer là, notre valeur d'intégration, c'est x, fait qu'on va intégrer là, entre la position xa et la position xb de ça ici. Okay? Et fait que là, on vient de trouver comme un peu cette équation-là, mais écrite à l'envers. On sait que la différence de potentiel, en fait, si vous connaissez le champ électrique en fonction de la position, vous pouvez l'intégrer pour trouver la différence de potentiel qui existe entre deux points, entre le point A et le point B, ou si vous voulez, là, entre le point XA et le point XB. Okay. Donc ça nous permettrait par exemple de faire exactement ce problème-là, mais à l'envers. Ici, on vous a donné le graphique du potentiel en fonction de la position, et on vous a demandé de trouver le graphique du champ électrique en fonction de la position. Mais on pourrait faire exactement le contraire. On pourrait vous donner le graphique du champ électrique en fonction de la position, et vous demander de venir calculer le graphique du potentiel en fonction de la position. Ce que je vais faire avec vous,
Okay. Donc la question, ça aurait pu être ça ici, là, pour la situation 3, ça aurait pu être, là, voici un graphique là, du champ électrique en fonction de la position. Sachant qu'à x égale à 0, le potentiel est égal à moins 2 volts. Tracer le graphique du potentiel en fonction de la position. Ça aurait pu être ça la question. Okay. Ici, ça, on va le faire graphiquement. Si on l'avait, mettons, algébriquement, là, si on vous donnait une équation ou une formule là, pour le champ électrique en fonction de la position, vous pourriez tout simplement l'intégrer, parce que vous savez comment intégrer, là, si vous avez fait le cours de physique NYB. Mais sinon, ce qu'on peut faire par graphique, rappelez-vous, c'est que quand on intègre une partie d'un graphique, ça revient à calculer ce qu'on appelle l'aire sous la courbe de ce graphique-là. Okay, donc, ça, je vais faire avec vous. Donc, mettons que le but, c'est de tracer le graphique du potentiel en fonction de la position. On pourrait se faire des axes comme ça. Fait qu'on aurait ici, disons, le potentiel. Et sur notre axe X, on aura la position qui est en mètres. Okay? On va prendre les mêmes graduations qu'ici. Fait que par exemple, on aurait le x égale à 1 qui est là, on aurait x égale à 2 qui est ici, x égale à 3 qui est là, x égale à 4, x égale à 5, x égale à 6. Okay? Puis on peut se faire des graduations là, en y, on peut aller par shot de 2. Là. Fait que mettons 2 volts, 4 volts, moins 2 volts, moins 4 volts. Okay? Quand on intègre, là vous l'avez déjà vu en physique NY, mais ça nous prend tout le temps un point de référence. Il faut connaître au moins le premier point du graphique, parce qu'après ça, ce qu'on va calculer, c'est juste des différences, juste des deltas. Okay. Mais ça, ici on nous dit qu'à x égale à 0, le potentiel est égal à moins 2 volts. Fait que là, on pourrait déjà venir tracer un premier point sur notre graphique. Je vais juste changer de couleur là, pour qu'on voit bien la différence entre... Donc je prends ça comme ça. Fait qu'à x égale à 0, le potentiel est égal à moins 2 volts. Fait qu'à x égale à 0, potentiel égale à moins 2 volts. Fait qu'on on peut venir tracer notre premier point de potentiel ici sur notre graphique. Okay. Puis là, on regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, mettons, là, entre x égale à 0 et x égale à 1. Mais entre x égale à 0 et x égale à 1, le champ est égal à 0. Okay. Fait que si on intègre ça, si on intègre un champ qui est égal à 0, ça va juste donner égal à 0. Même sur un graphique, c'est qu'on calcule l'aire sur la courbe. Mais comme la courbe est directement sur 0, ça nous donne une aire sur la courbe de 0. Fait que ça veut dire que la différence de potentiel entre le point qui est à x égale à 0 et le point qui est à x égale à 1, il n'y en a pas. Il n'y a aucune différence de potentiel. Fait que ça ne veut pas dire que le potentiel devient 0. Là. Ça veut juste dire que le potentiel ne varie pas. Donc, il n'y a pas de différence de potentiel. Il n'y a pas de variation de potentiel. Donc, le potentiel est égal à moins 2. Il va juste rester à moins 2. Il ne va pas changer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, disons, là, entre x égale à 1 et x égale à 3, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, là, mettons, on pourrait appeler ça le point XA, puis on pourrait appeler ça le point XB, là, si vous voulez que ça ressemble plus à l'équation qu'on a là. Donc ici, on aurait là, le potentiel, à ce point-là, on pourrait appeler ça VA, puis le potentiel qu'on va avoir ici, là, on pourrait appeler ça VB, okay, par exemple. Là. En fait, j'aurais pas dû l'écrire là, j'aurais dû l'écrire là. Non, c'est pas grave. Okay. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe entre le point A et le point B? Ben, il faut intégrer ça. Il faut intégrer là, de là à là. Fait que l'intégrale là, sur un graphique, ça vient à calculer l'aire sur la courbe. Fait qu'il faut calculer l'aire sur la courbe de cette région-là. L'aire sur la courbe, tout le temps l'aire qu'il y a entre votre ligne et votre axe X. Donc, c'est l'aire de cette région-là ici. Ça, c'est juste un carré. Okay? Fait qu'on regarde ce carré-là, il mesure combien, si on veut mesurer son aire sur la courbe. Ben, ce carré-là, sa base, de là à là, ça mesure 3 mètres. Okay? C'est de x égale à 1 jusqu'à... pardon, c'est 2 mètres. Hein? C'est de x égale à 1 jusqu'à x égale à 3. Donc, c'est pas 3 mètres ici. C'est 2 mètres. Okay. 2 mètres. Okay. Puis la hauteur de ce carré-là, c'est quoi? Ben, c'est de là jusqu'à là. Donc ça mesure 3 volts par mètre. Okay. Fait que quand on fait l'aire de ça, ben, si on fait 3 volts par mètre fois 2 mètres, ça donne 6 volts par mètre. Okay. Sauf que ça, c'est de l'air qui est dans la portion négative. Fait que l'aire de ce petit carré-là, là, quand on l'intègre ou qu'on calcule sur un graphique, l'air ouais, je suis allé comme trop bas, je ne vais pas empiéter sur mon graphique de tantôt, mais en tout cas, je vais l'écrire comme ça. Fait que l'aire de cette région-là, vu que c'est dans le négatif, ça serait moins 6 volts. Okay. Sauf que dans l'équation, là, on dit VA moins VB est égal à moins l'intégrale de cette affaire-là. Fait que l'intégrale de tout ça qui correspond à l'aire sur la courbe, ça donne moins 6. Mais là, si on fait moins 6, ça donne plus 6. Fait que ça vous dit que quand vous passez du point A au point B, votre potentiel augmente de 6. Vous avez un potentiel, un delta V, si vous voulez, là, qui est égal à plus 6 volts. Ça vous dit que le potentiel au point B, il est 6 volts plus grand que le potentiel au point A. Fait que quand vous allez être au point x égale à 3, vous allez avoir un potentiel qui est 6 volts plus grand que ce que vous aviez à x égale à 1. À x égale à 1, on est à moins 2.
Fait que là, si on augmente de 6, qu'on va arriver à x égale à 3, on va être rendu à un potentiel de plus 4 volts. Okay. Donc on a juste à tracer une ligne droite entre les deux, ça va ressembler là, à quelque chose comme ça. Okay. Pour notre graphique du potentiel. Après ça, on continue. Ça va ressembler beaucoup. La deuxième portion va se ressembler beaucoup. C'est que là, quand on dit qu'est-ce qui se passe entre x égale à 3 et x égale à 5, on calcule l'air sur la courbe de cette affaire-là. Encore une fois, cette aire-là va donner. Là, l'air va donner 6 volts, hein, plus 6 volts. Mais ça, c'est l'intégrale qu'il y a là. Notre truc, si nous, c'est moins l'intégrale, donc moins l'air sur la courbe, donc moins 6 volts, ça veut dire moins 6 volts. Donc, ça veut dire que quand vous allez passer de x égale à 3 à x égale à 5, vous allez subir un delta V de moins 6 volts. Votre potentiel va descendre de 6 volts. Fait que si, au départ, vous êtes à 4 volts, puis là, vous descendez de 6 volts, vous allez vous retrouver à moins 2 volts encore. Fait qu'à x égale à 5, on va être rendu à moins 2 volts. Donc, on a juste à tracer une ligne droite entre les deux là, qui va ressembler à peu près quelque chose comme ça. Et pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc pour des valeurs plus grandes que 5 volts, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un champ électrique qui est égal à 0. Okay. Donc une aire sur la courbe qui va être égale à 0 aussi. Fait que même si on fait moins 0, ça va donner quand même 0. Là. Ça veut dire qu'on a un delta V qui est égal à 0. Donc à partir de x égale à 5, là, on a un delta V qui est égal à 0 tout le temps. Fait que ça ne veut pas dire que notre potentiel devient 0. Là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de changement de potentiel. Fait que si on était à moins 2, on va juste rester là, avec un potentiel de moins 2. Notre potentiel ne va pas changer. On a un delta V égal à 0. Fait que le graphique du potentiel en fonction de la position, ça ressemblerait à ça. Okay. Et évidemment, ben, c'est la même chose qu'on avait dans la question, j'ai juste fait la question à l'envers. Okay. Fait que vous voyez que c'est vraiment là, on peut passer de l'un à l'autre. Fait que si on vous donne le graphique du potentiel en fonction de la position, vous pouvez dériver ou calculer la pente de la tangente et aller tracer le graphique du champ électrique en fonction de la position. Et inversement, si on vous donne un graphique du champ électrique en fonction de la position, vous pouvez venir intégrer ou en tout cas calculer l'air sur la courbe là, des différentes régions et ça va vous permettre de calculer et de tracer le graphique du potentiel en fonction de la position. Donc, c'est ça. Fait qu'avec ces deux équations, on peut faire à l'endroit ou à l'envers, dans un sens ou dans l'autre sens. Okay. Donc voilà. Fait que ça résume un peu la section 2.5. Ça fait ce qui s'appelle juste les relations générales là, entre le potentiel et le champ électrique. Dans les exercices là, que vous pourrez faire, qui sont sur la liste d'exercices suggérés, il y a le 2.5.3, 2.5.4. Donc c'est exactement des exemples là, qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on vient de faire. Fait que dans le 2.5.3, on vous donne un graphique là, du potentiel en fonction de la position. On vous demande d'aller calculer les champs électriques. Fait que pour faire ça, vous allez faire les dérivés ou la pente des tangentes. Puis 2.5.4, c'est le contraire. On vous donne un graphique du champ électrique, on vous demande de tracer le graphique du potentiel, donc vous allez intégrer ou plutôt là, calculer les aires sous la courbe. Okay. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la section 2.5. Donc c'est vraiment de comprendre qu'il y a un lien direct là, entre le potentiel puis le champ électrique. Fait qu'il y a moyen de passer de l'un à l'autre. Dès que vous en connaissez un des deux, vous pouvez aller trouver l'autre, soit par équation, par des calculs comme des dérivés ou des intégrales, ou si vous avez un graphique de l'un, vous allez être capable d'aller trouver le graphique de l'autre. Donc mais voilà, ça fait le tour de la section 2.5. Donc bonne journée et à la prochaine!